Le Cameroun retient son souffle. Issa Chiroma Bakary, figure politique bien connue, revendique désormais sa victoire à l'élection présidentielle. Une déclaration qui fait trembler la scène politique camerounaise et suscite de vives réactions à travers le continent. Pendant ce temps, du côté d'Abidjan, une autre question brûle les esprits. Alassane Ouattara va-t-il céder face à la pression de la rue et ouvrir la voie à des négociations? Entre espoir, tension et stratégie politique, l'Afrique francophone vit un moment décisif. Si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle, le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un 4e mandat. En Côte d'Ivoire, ici, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et sœurs. Les élections ne peuvent pas nous diviser. Nous allons aller à la paix, nous allons aller à l'élection. Que le meilleur gagne. 4 autres candidats se présentent à cette élection: Simone Gbagbo, Aoua Donmelo, Henriette Lagou Adjoua et Jean-Louis Billon. Le 25 octobre, les Ivoiriens choisiront leur futur président pour un mandat de 5 ans. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé des petits groupes de manifestants à coups de gaz lacrymogène au lendemain de l'ouverture de la campagne présidentielle. Certains partisans de l'opposition avaient tenté samedi de braver l'interdiction d'une marche à Abidjan. Au moins 237 arrestations, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, et oui, le 11 octobre, à Abidjan, devait se tenir une marche pacifique organisée conjointement par le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI RDA de Tidjane Thiam. Objectif affiché: protester contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara et réclamer une élection plus inclusive et équitable. Mais la veille de cette mobilisation, les autorités ivoiriennes ont interdit la marche, invoquant des risques pour l'ordre public. Malgré cela, les populations ont décidé de descendre dans la rue. De là sont nés des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, des échanges violents, de nombreuses arrestations et une forte tension dans tout le pays. Un épisode qui relance de nombreuses questions. Quels étaient les véritables objectifs de cette marche, mesdames et messieurs? Était-elle légitime dans le contexte actuel? Et pourquoi, malgré l'interdiction, les partis d'opposition ont tout de même choisi de maintenir la mobilisation? Voilà, tension préélectorale, la rue dernière arme de l'opposition. Voilà, le sujet est posé et donc je me retourne vers vous, Frédéric Tchongui. Première question, quels étaient les objectifs de cette marche prévue le 11 octobre dernier? Alors les objectifs étaient tout simplement, dans un premier temps, de protester contre l'éviction des candidats, que ce soit M. Tidjane Thiam d'un côté ou Laurent Gbagbo de l'autre. De ce fait, cette marche était une manière de revendiquer le changement, entre guillemets, la prise en compte, même si aujourd'hui on le sait qu'au niveau du Conseil constitutionnel, c'est impossible qu'il soit intégré en tant que candidat. Donc je réitère ma question, selon vous, quel était l'objectif de cette marche du 11 octobre? Voilà, c'était juste pour protester. Protester contre les décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel et dire que les différents candidats, les deux partis qui ont été exclus finalement de ces enjeux électoraux revendiquent quand même le fait de pouvoir y participer. Donc c'était vraiment une manière de revendiquer de manière pacifique, parce qu'on le sait qu'il y a déjà eu des marches qui ont été organisées dans le passé, après qu'il y ait eu l'éviction des deux candidats, des deux partis. Et donc c'est une manière de manifester pacifiquement pour protester contre cette décision de la Cour constitutionnelle. Baba, je me retourne vers vous et je vais réitérer encore une fois la question. Quels étaient les objectifs réels et officiels donc, de cette marche et quels étaient éventuellement les objectifs officieux de cette marche? On peut les mélanger, on peut les mixer. Mais les objectifs, c'était quelque part, vous savez, il y a
Laurent Gbagbo qui disait lors d'un meeting où il disait clairement qu'il n'y aurait pas de quatrième mandat de Alassane Ouattara. Et lui-même, il disait on va donner des mots d'ordre, mais c'était aussi surtout de montrer une mobilisation populaire. Une mobilisation populaire qui pouvait montrer effectivement la force de la rue face au forcing du pouvoir de Ouattara de maintenir des élections, on va dire entre guillemets, tronquées depuis le début. Et forcément, on a vu et on voit la panique même de ce régime, parce que on parle de la marche du 11, mais juste avant, on voulait faire une marche le 4 novembre, le 4 octobre, et 2 jours auparavant, le CNS, c'était le Conseil national de sécurité, s'était réuni pour carrément interdire toute manifestation, mais manifestation qui contesterait les avis ou l'avis du Conseil constitutionnel. Or, on sait très bien qu'une marche du front commun ou de l'opposition, ça serait non au quatrième mandat ou non à l'injustice. Donc c'était carrément de vouloir, entre guillemets, opprimer encore l'opposition. Donc le 4, ils l'ont interdit, ils ont dit d'accord, mais le 11, la veille même du 10, c'est-à-dire que le 10, ils se permettent de réinterdire cette marche, on ne sait pas pourquoi. Donc forcément, il y a eu... Et puis ils ont bien fait, c'est-à-dire que le lieu, on avait donné le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la marche. Dès 5 heures du matin, c'était impossible d'accéder à ce lieu, ce qui a fait que les policiers avaient complètement barricadé ce lieu, ce qui fait qu'il y a eu des tensions sporadiques. Toute personne qui venait, donc ils savaient comment gérer la situation. Mais ça n'augure rien de bon pour la suite. Docteur Camara, est-ce qu'on peut parler de démonstration de force? Est-ce que c'était l'objectif principal de montrer que malgré les restrictions, eh bien, l'opposition est toujours présente? Oui, on peut le dire, mais moi je pense que, et ça a toujours été devant la position, que cette marche de protestation, elle est un petit peu tardive. Parce que moi j'aurais été dans l'opposition ivoirienne, en tout cas, j'aurais mis la pression depuis fort longtemps, bien avant que le Conseil constitutionnel ne rende son avis, parce qu'on savait un petit peu avec ce qui s'était déjà passé par rapport à l'élimination de Tidjane Thiam, tout le monde aurait pu prédire le résultat. Pour vous, ça arrive trop tard, cette marche arrive trop tard, c'est faire venir le médecin après la mort, par exemple? Exactement, ça arrive trop tard. Pour moi, il fallait mettre la pression pour obliger Ouattara à ouvrir un dialogue politique et à trouver une solution pour que ces deux personnalités, notamment Gbagbo et Tidjane Thiam, puissent être réintégrées dans la liste. Mais ce n'est pas au moment où la campagne électorale commence et qu'on a l'élection aujourd'hui, dans 10 jours, ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Surtout que la position du RHDP, depuis le début, ça a toujours été de dire, nous, on ne peut pas violer la constitution ivoirienne parce qu'il est dit dans la constitution ivoirienne que l'élection du président de la République devait avoir lieu, donc l'année électorale, le dernier dimanche du mois d'octobre. Et donc, voilà, donc ça, ils se sont toujours cramponnés là-dessus. Donc ça veut dire quoi, que c'est impossible qu'il y ait un report d'élection si tout ce qu'on peut je ne dirais pas que tout ce qu'on peut espérer, parce que ça peut avoir des conséquences sur la vie des gens, comme on le voit déjà, les arrestations, les morts, etc. Mais ce qu'on aurait pu espérer, c'est que cette pression puisse empêcher, alors je ne dirais pas seulement le bon déroulement de la campagne, mais mettre une telle tension que Ouattara soit obligé en tout cas de dire bon, il y a quelque chose à faire, peut-être qu'on peut reporter l'élection, je ne sais pas à quel horizon, et ensuite rouvrir les négociations politiques. Mais voilà, vu la mobilisation, comme dit Baba, de la police et des forces de sécurité, je pense que dans tous les cas, ils avaient un petit peu anticipé
ce type de réaction de l'opposition et finalement, ils pensent qu'ils arriveront quand même à tenir les gens malgré tout. Je me retourne vers vous, Frédéric. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dr Camara quand il dit que finalement, ça ne sert plus à rien de faire ce type de marche, de faire ce type de manifestation, en tout cas si c'est pour objectif d'obtenir éventuellement une réintégration des opposants? Oui, effectivement, je pense qu'il n'y a plus réellement d'enjeu aujourd'hui. C'est déjà trop tard, les dés sont jetés, comme on dit. Mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, que j'ai trouvé assez intéressant, il faut rappeler que la raison pour laquelle il n'y a pas eu de manifestations, énormément de manifestations avant, c'est-à-dire de troubles, on va dire, de manière générale, lors de la campagne et la pré-campagne, c'est que si vous vous souvenez, le Tidiane Thiam, qui est du PDCI-RDA, le principal parti d'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avait prôné une politique qui était une politique pacifiste. Dans toutes ses interventions, il a toujours prôné le côté d'être pacifiste. Parce que si vous vous souvenez, en 1999, lorsqu'il quitte la Côte d'Ivoire, il est parti à cause de la pression des militaires. Et donc, en fait, sa politique à lui était de se positionner et de dire que nous voulons une politique pacifiste. Nous n'allons pas causer de troubles à l'ordre public parce qu'on souhaite avoir des élections qui sont apaisées, une Côte d'Ivoire apaisée. Donc, c'est pour cette raison-là. Mais pour revenir à votre question, donc pour faire le parallèle, effectivement, je pense qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand-chose à attendre, mais si vous voyez la configuration en général au niveau de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que le parti au pouvoir confisque les élections et il y a des malversations pour pouvoir éliminer, qu'elles soient justifiées ou non, pour pouvoir éliminer les principaux concurrents, malheureusement. Donc, on est dans ce narratif-là sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et souvent l'Afrique centrale. Non, surtout l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, les enjeux sont quasi nuls.